Amani-Toré, reine de la Nubie, se présente à la Suède. Un premier contact, poli, mesuré, mais lourd de sens. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Tout autour de vous repose sur les mathématiques. Tout autour de vous est fait de chiffres. Il est étonnant que toutes les âmes oublient leur propre nature et se pensent comme une âme vivante et résidant dans un corps, comme contenue dans une jarre. L'ère médiévale s'ouvre, mais pas sous les meilleurs auspices. La Suède entre dans cette nouvelle époque en âge sombre. La lumière s'est affaiblie, la pression augmente, et même l'Empire commence à vaciller. À Västerås, la loyauté baisse. Les fondations tiennent encore, mais les fissures apparaissent. C'est dans ce contexte instable que débute cette nouvelle période. Une période qui ne pardonne pas l'hésitation et où chaque décision peut sauver un empire ou l'achever. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de récit narratif sur Civilization 6, pensez à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, ça vous permet de ne pas rater la suite. Parce que l'ère médiévale commence dans l'ombre. Et pour Christine de Suède, rien ne sera simple. Dans cette entrée prudente en ère médiévale, chaque geste compte. L'Indonésie félicite la Suède pour ses capacités à éviter les rivages. Un complément discret, presque technique. Mais dans un monde instable, savoir où ne pas s'étendre est parfois aussi important que conquérir. Le monde s'organise. Les empires parlent. Le premier congrès mondial s'ouvre. Christine avance ses pions avec méthode. La Suède plaide pour doubler les rendements venant des cités-états culturels et pour tirer davantage de richesses de ses routes commerciales. Une vision simple, faire circuler les idées et l'or. Après délibération, le verdict tombe. Les cités-états scientifiques accordent désormais le double de rendement via les routes commerciales. Et la Suède obtient une route commerciale supplémentaire, ainsi qu'un bonus d'or. Pas une victoire éclatante, mais un succès stratégique. Dans un âge sombre, savoir orienter le monde plutôt que le dominer frontalement, c'est déjà reprendre l'avantage. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Grande Colombie a officiellement annexé la ville chinoise de Zherodong, confirmant la poursuite de son expansion militaire sur le continent. De son côté, l'Indonésie a adopté le régime de la République classique, marquant une volonté de structurer plus durablement ses institutions politiques. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour former un apprenti. Mes deux outils personnels sont l'exemple et les réflexions incessantes. Même dans l'ombre de l'âge sombre, l'Empire apprend. La Suède connaît un moment historique avec la découverte de l'apprentissage. Pendant que le savoir progresse, la diplomatie se stabilise. La Suède renouvelle son amitié avec Simon Bolivar. Un lien utile dans un monde qui devient de plus en plus instable. Christine anticipe déjà la suite. La recherche se tourne vers la construction. Et à Uppsala, une bibliothèque commence à sortir de terre. Parce que si la chambre ralentit les empires, le savoir, lui, continue toujours d'avancer. Pendant que l'Empire encaisse la chambre, certaines villes regardent déjà plus loin. Norrköping commence la construction d'une bibliothèque. Pas de gloire, pas de fanfare, juste une décision simple. Quand tout ralentit, on investit dans ce qui dure. Une session extraordinaire du Congrès mondial s'ouvre. La Suède n'y participe pas. Christine observe sans s'exposer. Pendant ce temps, les autres tranchent. Pas de guerre contre Simon Bolivar. Le monde choisit la prudence. Pour l'instant, à l'intérieur de l'Empire, les hésitations sont plus concrètes.
Göteborg sacrifie une mine pour lancer une place du théâtre, puis se ravise. Changement de plan. Un colon est formé. Quand le doute s'installe, Christine préfère encore l'expansion à la culture. Et pendant que certains hésitent, d'autres se préparent. Västerås commence la construction de ses remparts antiques. Un message clair. Ici, on ne compte pas subir la chambre sans se défendre. La cité-État de Lahore a officiellement annoncé son ralliement au camp chinois dans le cadre du conflit l'opposant à la Grande Colombie. Ce soutien renforce la position de la Chine face aux forces de Simón Bolívar, alors que les tensions militaires continuent de s'intensifier dans la région. Les 4 piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. Un cap est franchi, discret mais structurant. La construction est découverte. Les villes cessent d'improviser. Désormais, on bâtit avec méthode, avec projection. Christine ne s'arrête pas là. Direction l'ingénierie. Parce qu'en âge sombre, chaque mur compte double. Et pendant que la Suède consolide, le monde observe. Amani-Toré, reine de la Nubie, se présente à la Suède. Un premier contact, poli, mesuré, mais lourd de sens. Même dans l'ombre, l'Empire bleu reste visible. Amani-Toré a exprimé sa colère face au refus de la Suède de rejoindre l'ordre kabbalistique. Dans le même temps, elle a officiellement dénoncé Simón Bolívar. Ce dernier proposé un accord commercial à la Suède, exigeant du fer, des faveurs diplomatiques, un libre passage et une entrée en guerre contre la Nubie, en échange de 11 pièces d'or. Les Qing de Suède a refusé l'escalade militaire, mais a accepté un échange de libre passage contre 10 pièces d'or et des agrumes. Suite à ces négociations, la Nubie adopte une attitude méchante envers la Suède. La Suède tente une ouverture diplomatique avec la Nubie. Sans succès. Amani-Toré refuse toute délégation. Christine ne force pas. Elle contourne. Elle achète directement de l'ambre nubien. Le commerce avant la rancune. Et pendant que la diplomatie patine, le savoir, lui, explose. Omar Khayyam, scientifique illustre, rejoint la Suède. Son arrivée déclenche un boost de recherche sur l'éducation. Puis ils se rend à Uppsala. Et là, plus question de demi-mesure. Mercantilisme, château et tactique militaire reçoivent tous un boost de recherche. Une chose est claire, si la Suède peine à convaincre par les mots, elle commence sérieusement à convaincre par l'intelligence. Une nouvelle puissance fait arriver sur la scène diplomatique, l'Écosse. Ce pays officialise une relation amicale avec Jakarta, reine de l'Indonésie, renforçant ainsi le réseau diplomatique indonésien. En Libye, la reine Amani-Toré a proposé un accord à la Suède, des fers suédois en échange d'or et du libre passage nubien. Christine de Suède a accepté cet échange, espérant apaiser des relations encore fragiles. De son côté, Simón Bolívar a une nouvelle fois exprimé ses inquiétudes concernant la taille de l'armée suédoise, estimée insuffisante face aux tensions croissantes du monde. Enfin, sur le plan international, la Chine et la Grande Colombie ont officiellement signé la paix, mettant un terme à leur conflit ouvert. La magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre. L'Empire bleu continue de solidifier ses fondations. L'ingénierie est découverte. Les structures deviennent plus fiables, plus durables. On ne bricole plus. On construit pour tenir. Christine enchaîne immédiatement. La Suède se tourne vers la mécanique. Parce qu'à ce stade, comprendre comment tout s'articule est aussi important que savoir frapper. Du côté des villes, la culture s'impose doucement, mais sûrement. Uppsala lance la construction de son aréna. Le peuple a besoin de se rassembler. De regarder autre chose que la guerre et les cartes. Lund commence son amphithéâtre. Les mots, les idées et les récits prennent place aux côtés de la pierre et de l'acier. La chambre est toujours là, mais l'Empire, lui, s'organise. Les Incas annoncent la fondation d'une nouvelle ville, Huancabamba, poursuivant leur expansion territoriale en ère médiévale. Sur le plan diplomatique, l'Indonésie a envoyé une délégation officielle à la Chine, signalant un rapprochement entre les deux civilisations.
Je terminerai ce point quant au pouvoir des rois en citant ce principe même de la divinité: c'est blasphémer que de débattre des actions de Dieu. Et par conséquent, tout débat relatif aux actions d'un roi sera considéré comme un acte d'insurrection. Un pas de plus dans la structuration du pouvoir. Le droit divin est découvert, offrant à la Suède un moment historique. Même en âge sombre, certaines idées priment plus fort que d'autres. Christine ajuste immédiatement les fondations de l'Empire bleu. L'architecture gothique est adoptée. La pierre s'élève désormais avec une intention claire, durée. L'inspiration cède la place à la tradition littéraire. Moins d'élan créatif brut, plus de récits solides, transmis et maîtrisés. Dans la continuité, la reine anticipe l'économie de demain. Direction les forts médiévales. Parce qu'un empire affaibli doit apprendre à faire circuler richesse et influence. Et pendant que les idées se réorganisent, les villes suivent. Örebro construit sa place du théâtre. Même dans l'ombre, la culture refuse de se taire. Les équilibres changent. Silencieusement. L'amitié entre la Suède et les Incas prend fin. Pas de guerre, pas de cris, juste une distance qui s'installe, comme souvent, quand les intérêts cessent de converger. Pendant ce temps, l'Empire bleu continue d'investir, là où il croit encore. Västerås commence la construction de sa place du théâtre. Parce que même quand les alliances se délient, la culture reste une arme douce, durable, et souvent plus efficace que les menaces. L'Indonésie annonce la fondation d'une nouvelle villa, Tuban. Cette implantation renforce la présence indonésienne et confirme la poursuite de son expansion en ère médiévale. Sans les mathématiques, vous ne pouvez rien faire. Tout autour de vous repose sur les mathématiques. Tout autour de vous est fait de chiffres. Un retour à l'essentiel se produit cette année-là. Les mathématiques sont découvertes. Le monde se comprend mieux quand on commence à tout mesurer. Sur le plan diplomatique, les lignes bougent à nouveau. La Suède redevient amie avec Pachakutek. Comme quoi, en politique, rien n'est jamais vraiment définitif. Christine en profite immédiatement. Du tabac inca est acheté. Pendant ce temps, l'Empire gagne en efficacité. La création d'une scierie offre un boost de recherche sur la production en série. Le bois devient une force industrielle, plus qu'une simple ressource. Et à Norrköping, on pense au long terme. La ville commence la construction de son grenier. Parce qu'un empire qui calcule mieux doit aussi manger mieux. Un geste simple, mais stratégique. À Västerås, une scierie est aménagée. Le bois circule mieux, la production s'accélère. Pas de grande annonce, pas de moment historique, juste une certitude silencieuse. Même en âge sombre, la Suède continue de se préparer pour la suite. Simon Bolivar annonce la fondation d'une nouvelle ville, Darinas. Cette création renforce la présence de la grande colonie. L'Empire bleu continue de se solidifier, par petites touches. À Norrköping, un camp de cervidés est aménagé. De la nourriture, de la stabilité et un territoire qui respire un peu mieux. Et pendant que les villes s'organisent, la diplomatie avance masquée. Christine envoie un émissaire à Laventa. Un geste discret, mais calculé. Parce qu'en ère médiévale, prendre le contrôle ne passe pas toujours par l'épée. Parfois, il suffit d'être présent au bon moment. Les Incas ont annoncé leur adhésion à la société secrète des Chouettes de Minerve. La Grande Colombie suit la même voie, confirmant elle aussi son entrée au sein de cette organisation influente. Une évolution discrète, mais lourde de conséquences sur les équilibres politiques et économiques du monde connu. Les relations internationales reprennent leur danse familière. La Suède renouvelle son amitié avec la Hongrie. Une relation éprouvée, parfois bancale, mais suffisamment solide pour être relancée sans heurts. Du côté de la Nubie, en revanche, le mur reste debout. Christine tente d'envoyer une délégation à Amanitore, sans succès. Et même lorsqu'elle propose un geste d'apaisement, une vigne offerte temporairement, sans contrepartie, la reine nubienne refuse. Un message clair. La Nubie n'est pas hostile, mais elle n'est pas prête à tendre la main non plus. Un souffle nouveau traverse l'Empire bleu. Crassus,
marchand illustre, rejoint la Suède. Les routes s'élargissent, les échanges gagnent en poids. L'or circule mieux quand il est bien conseillé. Christine enchaîne sans hésiter. La foi suédoise est utilisée pour attirer Valmiki, écrivain illustre. Un choix fort. Parce qu'ici, la croyance ne sert plus seulement à apaiser, elle sert à façonner l'avenir. L'impact est immédiat. Un moment illustre est déclenché, et la Suède obtient un boost de recherche sur les Lumières. Les idées prennent de l'avance, les mots éclairent le chemin. Même en âge sombre, la Suède prouve une chose. Quand l'esprit avance, l'Empire n'est jamais vraiment à l'arrêt. L'influence ne se crie pas, elle s'écrit. Valmiki écrit son premier livre. Sur sa corde, le héros a posé une flèche comme un serpent qui sifflait. Son empennage, le vent déchaîné. Une œuvre fondatrice. Les mots quittent l'abstrait pour devenir patrimoine. Et aussitôt, le livre change de place. Le manuscrit est déplacé de l'obélisque païen de Lund vers le palais de Stockholm. Le savoir remonte vers le pouvoir. La culture cesse d'être périphérique, elle devient stratégique. Pendant que l'esprit s'élève, la pierre se renforce. Norrköping lance la construction de ses remparts antiques. Car un empire qui produit des idées doit aussi protéger ses frontières. La Hongrie a officiellement déclaré la guerre aux Incas, ouvrant un nouveau conflit majeur sur la scène internationale. La cité-État de Muscat a choisi de rejoindre le camp hongrois, apportant son soutien économique et logistique à Mateusz Korvin. À l'inverse, Pologne annonce son ralliement au camp Inca, renforçant la position de Pachacutec dans ce conflit naissant. Les lignes diplomatiques se figent. Le monde entre dans une nouvelle phase de tension. La stratégie requiert de la réflexion, la tactique de l'observation. L'Empire bleu durcit son regard sur le monde. La tactique militaire est découverte. La guerre cesse d'être instinctive. Elle devient pensée, structurée, anticipée. Et pendant que les armées apprennent à manœuvrer, l'esprit, lui, s'élève. Il est étonnant que toutes les âmes oublient leur propre nature et se pensent comme une âme vivante et résidant dans un corps, comme contenue dans une jarre. Valmiki écrit son dernier livre. Une œuvre finale, définitive. Les mots se figent, mais leur influence, elle, reste. Un héritage laissé à l'Empire, au moment même où le monde semble se préparer à de nouveaux affrontements. La Chine a officiellement dénoncé la Grande Colombie. Aucune action militaire n'a été annoncée pour le moment, mais cette prise de position marque une nouvelle détérioration des relations diplomatiques sur la scène internationale. L'Empire bleu se tourne résolument vers l'échange. Uppsala forme un négociant. Une nouvelle route s'ouvre, et avec elle, de nouvelles dépendances et opportunités. À Lund, la décision est brutale, mais assumée. Une forêt est sacrifiée pour ériger une plateforme commerciale. La nature recule, l'économie avance. Un choix typiquement médiéval. Et sur le plan diplomatique, Christine joue finement. Une vigne est vendue temporairement à Simon Bolivar contre de l'or. Pas un abandon, un prêt calculé. Parce qu'en période d'incertitude, la liquidité peut parfois peser plus lourd que le luxe. Lia Guitarja, dirigeante de l'Indonésie, a fait part de ses inquiétudes concernant l'économie suédoise. Selon la cour indonésienne, la stabilité financière de l'Empire bleu pourrait devenir un facteur déterminant dans les équilibres à venir. Aucune réponse officielle n'a été formulée à Stockholm. Un pari de long terme vient de porter ses fruits. La Padana est achevée. La diplomatie suédoise gagne en portée, en prestige et en influence silencieuse. Les retombées sont immédiates. Un boost de recherche sur les contreforts est accordé à la Suède. Les villes apprennent à mieux se défendre et à structurer leurs murailles. Pendant ce temps, l'expansion ne s'arrête pas. Stockholm forme un nouveau colon. Même en période tendue, la Suède continue d'avancer. Finalement, Christine verrouille un levier clé. 2 émissaires sont envoyés à Muscat. En art médiéval,
l'influence vaut parfois plus qu'une armée. L'Empire bleu continue de se projeter vers l'avenir. Göteborg envoie son colon vers le sud-ouest. Une décision choisie avec soin pour étendre l'influence suédoise sans provoquer d'escalade inutile. Une fois la décision prise, la ville revient à l'essentiel. Göteborg reprend la construction de sa place du théâtre. Parce qu'au cœur de la chambre, la culture reste un socle. Un moyen de tenir, de raconter et de préparer ce qui viendra après. Si vous voyez un château dans le brouillard, marchez jusqu'à lui pour y rencontrer des rêves extraordinaires. Tout ce qui brille n'est pas or, vous l'avez souvent ouï dire. Un tournant net et décisif arrive. Les châteaux sont découverts. La pierre ne sert plus seulement à bâtir, elle sert à tenir. Les formes médiévales suivent. L'économie se structure, les échanges s'intensifient, l'or circule enfin avec méthode. Mais tout progrès a son prix. L'amitié avec l'Indonésie prend fin. Les chemins se séparent, sans fracas, mais sans retour immédiat. Christine ajuste alors la machine impériale. La Ligue diplomatique est remplacée par la Confédération maritime. Moins de paroles, plus de flux commerciaux. L'architecture gothique cède la place à la colonisation. L'esthétique attendra, le territoire, non. Cap sur la féodalité pour la Suède. Parce que l'ère médiévale exige des structures solides, hiérarchisées, durables. Sur le terrain, les villes suivent. Göteborg obtient une scierie. La production s'accélère. Norrköping lance la construction de ses remparts médiévaux. On ne protège plus l'avenir avec des murs antiques. Finalement, dans l'ombre, l'Empire franchit un seuil invisible. La Suède atteint le rang 2 des chanteurs du néant. L'âge sombre est toujours là, mais désormais, il n'est plus subi. Il est embrassé. Djagi Torva a officiellement proposé une amitié diplomatique à Christine de Suède. Cette dernière accepte cette proposition, marquant un rapprochement entre la Suède et l'Indonésie après une période de distance. Un geste d'apaisement dans un monde médiéval où chaque alliance peut faire pencher la balance. L'Empire bleu continue d'avancer, méthodiquement. Le négociant d'Uppsala prend la route vers Pécs. Une route de plus, des échanges renforcés et une présence suédoise qui s'installe bien loin des frontières immédiates. Linköping est fondée. Une nouvelle pierre posée sur l'échiquier impérial. Et fidèle à la tradition, la ville lance immédiatement la construction de son obélisque païen. L'identité d'abord, le reste suivra. Enfin, Uppsala se montre prudente. La ville commence la construction de ses remparts antiques. Parce qu'en ère médiévale, même les cités les plus prestigieuses apprennent à regarder derrière leurs murs. La Grande Colombie fait face à une nouvelle escalade. La cité-État de Fès a lancé une attaque contre le pays de Simón Bolívar. Les autorités colombiennes confirment des affrontements en cours, sans communiquer de bilan précis pour le moment. La situation reste sous surveillance. L'économie suédoise continue de s'entrelacer avec le monde. Le négociant de Göteborg prend la route de la Venta. Les échanges s'intensifient, les influences circulent. À Västerås, une nouvelle scierie est aménagée. La production gagne en régularité. À l'est, une ressource stratégique apparaît. Linköping exploite désormais une mine de fer. Une richesse lourde de conséquences pour la suite. Pendant ce temps, Västerås structure son commerce. La ville construit son marché. L'or commence à couler de façon plus stable. Sur le plan diplomatique, les portes restent fermées. La délégation envoyée à Amanitore est de nouveau refusée. La Nubie demeure distante. Christine compense autrement. De la fourrure est achetée à la Grande Colombie. Un luxe temporaire, mais utile, dans une période où chaque avantage compte. L'Empire bleu avance, lentement, mais sûrement.
la Grande Colombie annonce la fondation d'une nouvelle ville, Cali. Cette implantation renforce son réseau urbain en ère médiévale. Ouaditlu, ville située en territoire inca, est actuellement assiégée par les forces Toraongri. Les autorités incas confirment des combats en cours autour de la cité, sans bilan officiel pour l'instant. À Vasteras, la logique est implacable. Une nouvelle Syrie est aménagée. Plus de bois, plus de production, plus de marge de manœuvre. Rien de spectaculaire, mais exactement ce qu'exige un empire qui refuse de s'effondrer en âge sombre. La Hongrie annonce l'adoption de la Confédération marchande comme nouveau cadre diplomatique. Ce choix marque une volonté claire de renforcer les échanges commerciaux et d'asseoir son influence économique en ère médiévale. L'Empire bleu affine ses rouages. À Linköping, une Syrie est aménagée. Une ville de plus qui devient pleinement fonctionnelle. Et puis, un mouvement plus symbolique s'opère. Le livre conservé dans l'obélisque de Lund est transféré vers celui de Vasteras. Le savoir change de lieu, pas de propriétaire. La culture circule à l'intérieur de l'Empire, là où elle peut désormais rayonner davantage. Même en période trouble, la Suède n'accumule pas seulement des richesses. Elle organise ce qu'elle sait et ce qu'elle est. Les avancées de la féodalité augmentaient toujours plus le volume de l'armure de fer, à tel point que le combattant avait fini par ressembler à un tatou. Un nouveau cadre s'impose à l'Empire. La féodalité est découverte. Les liens se structurent, les obligations se clarifient, et dans la foulée, la Suède obtient un boost de recherche sur les étriers. La cavalerie gagne en cohérence et en efficacité. Christine regarde déjà plus loin. Cap sur la fonction publique. Parce qu'un empire féodal ne tient pas sans une administration solide. Pendant ce temps, à Lund, le pragmatisme l'emporte. La ville lance la construction de son marché. L'or doit circuler autant que les idées. Le monde se rassemble à nouveau. Un nouveau congrès mondial s'ouvre. La Suède avance ses priorités, accélérer l'arrivée des écrivains illustres, renforcer la puissance des unités de combat à distance. Après délibération, le verdict tombe. Les unités à distance obtiennent bien un bonus de puissance, mais les savants illustres devront désormais être recrutés uniquement par l'or ou la foi. Pendant que la diplomatie tranche, Uppsala se protège. La ville érige ses remparts médiévaux. Car à cette époque, les débats se gagnent parfois à l'abri des murs. Simon Bolivar a publiquement félicité Mathias Corvin pour la taille et la puissance de son armée, saluant l'efficacité militaire hongroise. Les Incas ont conclu la paix avec la Hongrie, mettant fin aux hostilités ouvertes. La Nubie a envoyé une délégation à l'Indonésie, signifiant un rapprochement diplomatique. L'expansion reprend, calmement mais sûrement. Le colon de Stockholm se dirige vers l'est d'Örebro. Une zone encore ouverte, encore exploitable. Örebro achète un bâtisseur, puis étend son territoire pour accéder au coton, une nouvelle ressource, un peu plus de confort et de stabilité. La capitale ne ralentit pas. Stockholm forme un nouveau colon. Et pendant que les frontières bougent, Göteborg regarde vers la culture. La ville commence la création de son amphithéâtre. Parce qu'un empire médiéval ne tient pas seulement par les murs, mais aussi par les récits qu'il transmet. Se briser n'est pas le propre des machines. Les hommes en sont tout aussi capables. Un nouveau palier est franchi. La mécanique est découverte. Les rouages s'affinent, les machines deviennent plus fiables et la Suède gagne en efficacité globale. À Örebro, on sécurise l'essentiel. La ville construit son grenier. De quoi nourrir durablement une population en pleine croissance. Christine de Suède pense déjà à la suite militaire. Les étriers sont en cours d'étude. Parce qu'au Moyen-Âge, la mobilité fait souvent la différence entre subir et décider. Les réponses diplomatiques tombent. Et elles sont contrastées.
Amani Toré refuse une nouvelle fois la délégation suédoise. La Nubie reste fermée. Mais ailleurs, le ton change. Simon Bolivar accepte l'amitié de la Suède. Un rapprochement bienvenu dans un monde médiéval où chaque allié compte. La Suède n'est peut-être pas aimée de tous, mais elle n'a jamais été seule. Mathias Corvin s'est déclaré furieux après avoir constaté que la Nubie a exploré davantage de territoire que la Hongrie. Selon le palais des Buddhas, cette avance libyenne est perçue comme un affront symbolique à la stature internationale du royaume. Aucune mesure officielle n'a été annoncée pour le moment. Christine frappe là où on ne l'attend plus. La foi est utilisée pour faire venir Murasaki Shikibu. Un choix décisif. L'âge normal est désormais sécurisé. Même sortie de l'ombre, la Suède s'assure un avenir stable. Pendant que l'esprit verrouille le futur, l'économie suit. Linköping construit sa plateforme commerciale. Les routes se croisent, l'or circule, l'Empire respire. L'âge sombre finira au Moyen-Âge. Mathias Corvin a exprimé son mécontentement après que la Suède ait utilisé la foi pour attirer sa nouvelle écrivaine illustre. D'après la cour hongroise, cette manœuvre est jugée discutable sur le plan idéologique et symbolique. Aucune conséquence diplomatique immédiate n'a été annoncée. Définissez votre cap en fonction des étoiles, et non des lumières des navires qui passent. L'horizon s'élargit, littéralement. La navigation astronomique est découverte. Les routes s'allongent, le monde devient plus lisible et plus accessible. À Örebro, le confort s'installe. Une plantation de coton est aménagée. Le luxe se fixe, la stabilité suit. Pendant ce temps, la culture entre en action. Murasaki Shikibu écrit son premier livre. Dans sa jeunesse, mon frère Nobunori apprenait les classiques de la littérature chinoise et j'aimais à m'asseoir pour écouter ses leçons. Il fut bientôt apparent qu'alors qu'il peinait à comprendre ou à mémoriser certains passages, je le faisais sans effort. Notre père, lui-même fort cultivé, s'en lamentait souvent. C'est bien ma veine. Quel malheur qu'elle ne soit pas née garçon. L'œuvre est aussitôt déplacée vers l'amphithéâtre de Lund, là où son influence pourra rayonner davantage. Enfin, Lund se protège. La ville lance la construction de ses remparts antiques. Parce qu'en milieu d'art médiéval, même la culture a besoin de murs. En Hongrie, la ville de Tatabánya a achevé la construction d'un barrage. Et l'autorité hongroise évoque un projet stratégique visant à mieux contrôler les ressources fluviales et à renforcer le développement régional. Le cycle s'achève. Murasaki Shikibu écrit son dernier livre. L'herbe nouvelle ne sait même pas où pousser. Comment pourrais-je, simple goutte de rosée, disparaître dans les airs pour la laisser? Une œuvre finale, posée comme un sceau sur le Moyen-Âge. La Suède avance vers la suite de l'histoire, mieux préparée qu'elle ne le laisse paraître. Simon Bolivar a timidement déclaré être satisfait de la taille et de la capacité de l'armée suédoise. Une évolution notable après plusieurs périodes de doute et de critiques à l'encontre des forces de Christine de Suède. La Suède continue d'optimiser malgré les résistances. Un boost de recherche sur les guildes est accordé. Les métiers s'organisent, l'économie gagne en profondeur. À Västerås, un amphithéâtre est construit. La culture s'enracine, ville après ville. La capitale sécurise ses ressources. Stockholm étend son territoire pour accéder au tabac. Un luxe de plus, une stabilité renforcée. Malheureusement, la diplomatie reste bloquée. Amani Toré refuse une nouvelle fois la délégation suédoise. La Nubie demeure inflexible. Christine compense autrement. De l'ambre nubien est acheté. Des agrumes colombiens sont également acquis. Les portes peuvent rester fermées. La Suède, elle, trouve toujours un autre chemin. Caracas, l'île désormais sous contrôle hongrois, est actuellement assiégée par des forces barbares. Les autorités de Budapest confirment des combats aux abords de la cité, sans bilan officiel communiqué à ce stade. La situation reste instable dans la région.
Le contribuable, voilà quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, mais qui pour ça n'a eu à passer aucun concours. L'Empire bleu passe à la vitesse administrative. La fonction publique est découverte. L'État se structure enfin comme une machine cohérente. La Suède regarde déjà plus loin. Le pays veut rechercher l'humanisme. Parce qu'après l'ordre, il faut redonner du sens. Mais surtout, la Suède verrouille ses fragilités. Elle fait une alliance culturelle avec la Hongrie pour enrayer la perte de loyauté à Västerås, une alliance scientifique avec la Grande Colombie et une alliance économique avec les Incas. 3 alliances, 3 leviers. Résultat, boost de recherche sur le service diplomatique. L'Empire bleu apprend à jouer à plusieurs tables et à y rester. Sur le terrain, les villes suivent le mouvement. Göteborg commence ses remparts médiévaux, tandis que Norrköping construit une plateforme commerciale. L'âge sombre touche à sa fin. Et cette fois, la Suède a des alliances bien définies. La Hongrie a annoncé le lancement de la construction du temple de Mahabodhi, un projet religieux d'envergure visant à renforcer son influence spirituelle. Sur le plan diplomatique, les Incas et la Grande Colombie ont officialisé nos relations amicales, consolidant un axe de coopération au cœur du monde médiéval. Finalement, le Royaume vert a fondé une nouvelle ville, Oblida, implantée à proximité directe du territoire suédois. Une décision qui ne manquera pas d'être observée de près par la cour de Stockholm. La prudence prend le dessus. À Lund, les remparts médiévaux commencent à s'ériger. La ville se ferme, se protège et affirme qu'elle compte durer dans un monde toujours plus instable. À Stockholm, une décision stratégique s'impose. La formation d'un colon est interrompue. À la place, la capitale lance la construction d'un port. Moins d'expansion immédiate, plus de contrôle maritime. La Suède ne court plus. Elle se repositionne. L'Écosse et l'Indonésie ont officialisé nos relations amicales. Un rapprochement diplomatique qui renforce le réseau d'alliances en marge des grandes tensions actuelles. L'Empire bleu consolide, sans éclat, mais avec efficacité. Norrköping achète son négociant. Une route de plus, de l'or qui circule, et une influence qui s'étend sans bruit. Stockholm obtient enfin sa plantation de tabac. Un luxe sécurisé, un peu plus de stabilité pour la capitale. Rien de spectaculaire. La Suède n'a plus besoin d'impressionner. Elle s'installe. Les Incas ont officiellement dénoncé la Hongrie. Cette prise de position marque une nouvelle détérioration des relations diplomatiques entre les deux puissances, dans un contexte mondial déjà instable. Canonner, construire, combattre. Un seuil est franchi. Et cette fois, il compte. L'ingénierie militaire est découverte. La guerre devient méthodique. Les murs ne sont plus éternels. Puis vient l'événement majeur. Jönköping est fondée. C'est la première ville suédoise sur un nouveau continent. La Suède n'a pas peur de prendre de la place. La ville offre un moment historique immédiat. Et fidèle à la tradition de l'Empire, elle lance la construction de son obélisque païen. Même loin, l'identité suit. Pendant ce temps, la sécurité progresse ailleurs. Örebro érige ses remparts antiques. Le négociant de Norrköping prend la route de Buda. L'or circule, même quand les frontières s'étendent. Enfin, Christine verrouille l'avenir culturel. La foi est utilisée pour attirer Geoffrey Chaucer, écrivain illustre. Nouveau moment historique pour son arrivée. L'âge sombre est toujours là, mais plus que jamais, la Suède ne se contente plus de survivre. Elle s'étend, elle s'exporte, et elle écrit son nom sur plusieurs continents. Chaque homme devrait enseigner à son fils un talent ou une profession utile. À l'époque instable où nous vivons, il aura ainsi toujours une solution de repli tangible. L'Empire bleu gagne en maturité. Les guildes sont découvertes, offrant un boost de recherche pour la banque. L'économie cesse d'être opportuniste. Elle devient institutionnelle. La culture, elle, atteint sa vitesse de croisière. L'amphithéâtre de Lund est désormais rempli. Les récits circulent, la mémoire se fixe. Le nouvel écrivain réalise son premier livre.
Il y avait un chevalier, un homme vaillant et preux, qui depuis le temps premier où il commença à chevaucher, avait aimé la chevalerie, la vérité et l'honneur, la générosité et la courtoisie. Les mots prennent racine et l'influence s'étend. Sur le terrain, la logistique suit. Jönköping obtient une série. Amani obtient une promotion. L'influence suédoise s'affine là où elle compte. L'Empire bleu n'accélère pas, elle consolide. La Hongrie a annoncé la découverte des mercenaires. Une évolution militaire majeure, ouvrant la voie à des armées plus flexibles et potentiellement plus imprévisibles. Le temps presse, la fin de l'ère médiévale approche. Chaque décision pèse plus lourd que les précédentes. La culture, elle, s'adapte. Le livre de Geoffrey Chaucer est déplacé dans l'amphithéâtre de Göteborg. Objectif clair, lui offrir l'espace et l'inspiration nécessaires pour écrire son second ouvrage. Si je suis celle qui doit te rendre heureux, puisse chacun de tes chagrins être effacé par le bonheur. Et elle le prit dans ses bras pour l'embrasser. Même à l'approche d'un basculement d'air, la Suède continue de faire ce qu'elle sait faire de mieux, optimiser jusqu'à la dernière page. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. L'Empire bleu renforce ses fondations, au sens propre. Les contreforts sont découverts. Les villes apprennent à mieux se défendre, à encaisser, à durer. À Jönköping, une ferme est aménagée. La croissance se stabilise, l'arrière-pays se structure. Et puis vient une découverte décisive. Göteborg met la main sur une mine de salpêtre. Un tournant militaire immédiat, et qui amène un moment historique, accompagné d'un boost de recherche sur le rainurage. La poudre entre dans l'équation. Et avec elle, une certitude. Le monde ne se contentera plus d'épées et de murs. La Hongrie annonce la découverte de l'astronomie. Une avancée scientifique majeure, ouvrant la voie à une meilleure compréhension du ciel et à de meilleures ambitions au-delà de l'horizon. L'Empire bleu regarde à nouveau vers l'horizon. Linköping achète une galère. Un pas de plus vers la maîtrise des mers, et un moment historique pour la Suède. Même en période de transition, l'audace paye. Pendant ce temps, Uppsala vise plus haut. La ville lance la construction du Colisée. Un projet ambitieux, presque démesuré. Mais à ce stade, la Suède ne construit plus seulement pour survivre. Elle construit pour marquer son époque. La Chine a envoyé une délégation officielle à Matescorvine, signalant un rapprochement diplomatique avec la Hongrie. Elle Sud rejoint les Incas, renforçant leur potentiel militaire. La progression continue, sans éclat, mais avec constance. À Linköping, une ferme est aménagée. La ville gagne en autonomie, la population se stabilise, et l'Empire consolide ses arrières. Rien de spectaculaire. Amani Toré a proposé un accord commercial visant à acheter le salpêtre suédois. Les Chines de Suède acceptent l'accord, privilégient l'or et la stabilité diplomatique à court terme. L'Indonésie annonce la fondation d'une nouvelle ville, Mataram, renforce encore sa présence territoriale. La Suède continue d'étendre son influence, sans faire de bruit. Un émissaire est envoyé à Mascate. Un geste simple, calculé, parce qu'en fin d'ère, contrôler les leviers diplomatiques compte plus que gagner un combat. La Hongrie annonce la découverte du mercantilisme, marquant une nouvelle orientation économique axée sur les échanges et la richesse organisée. Amani Toré a publiquement félicité la Suède pour la solidité et l'organisation de ses structures internes, saluant un empire désormais perçu comme stable et cohérent. Entre les étriers et la terre ferme, j'ai demandé la pitié, et je l'ai obtenue. Un enchaînement décisif se passe cette année-là, de ceux qui changent une trajectoire. Le port de Stockholm est achevé. Un projet longtemps repoussé, mais au timing parfait. Moment historique immédiat, accompagné d'un boost de recherche sur le génie civil. La capitale s'ouvre pleinement au monde. Dans la foulée, la cavalerie entre dans une nouvelle ère. Les étriers sont découverts. La mobilité militaire franchit un cap. Stockholm affirme aussi son identité spirituelle. La ville érige son obélisque païen.
Même au cœur du pouvoir, les symboles restent essentiels. Christine anticipe déjà l'étape d'après. Son choix se porte sur l'éducation. Et puis arrive un acteur clé. Pierrot de Bardi rejoint la Suède. Grâce à lui, de l'or afflue et un émissaire supplémentaire est obtenu. L'économie devient un levier diplomatique à part entière. Sur le terrain, la prudence continue. Västerås érige ses remparts médiévaux. Finalement, tout s'aligne. L'émissaire est envoyé à Mascate. La Suède prend le contrôle de la cité-État, et cette fois, le résultat dépasse les attentes. La Suède ne sécurise pas un simple âge d'or, mais un âge héroïque pour l'ère de la Renaissance. L'âge sombre est bientôt fini. La traversée a été longue. Mais l'Empire bleu sort de l'ombre, beaucoup plus fort qu'il n'y est entré. Il ne faut pas perdre votre foi en l'humanité. L'humanité est comme un océan. Ce ne sont pas quelques gouttes souillées qui vont le polluer. La sortie de l'ombre se confirme. L'humanisme est découvert, déclenchant un moment historique. Les arts, les idées et la pensée critique prennent désormais une place centrale. La Suède ne se contente plus de tenir. Elle inspire. Christine enchaîne immédiatement en voulant rechercher le service diplomatique. Parce qu'un futur empire héroïque doit savoir parler autant que frapper. Et pendant que l'esprit s'élève, les villes sécurisent l'essentiel. Göteborg construit son barrage. Contrôle des eaux, production renforcée, stabilité assurée. La Renaissance approche. Et cette fois, la Suède y entre préparée, structurée et écoutée. La Chine a officiellement dénoncé la Grande Colombie, appuyant encore les tensions diplomatiques autour de Simón Bolívar. Dans un registre plus inattendu, les Incas ont félicité la Grande Colombie pour le faible nombre de montagnes sur son territoire. Un commentaire à la fois géographique et légèrement condescendant. L'économie suédoise passe à l'échelle supérieure. Norrköping et Linköping construisent leur marché. Deux villes de plus pleinement intégrées au réseau commercial de l'Empire. À Jönköping, la dynamique se poursuit. La ville est riche de sa plateforme commerciale. Les routes se croisent, les échanges s'intensifient et l'or circule plus librement. À l'aube d'une nouvelle ère, la Suède ne se contente plus d'exister. Elle fonctionne. La Hongrie annonce la découverte de la poudre à canon. Une avancée militaire majeure qui pourrait rabattre les cartes des conflits à venir. Le but de l'éducation est de remplir les esprits de façon à les ouvrir. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. Un nouveau cap intellectuel est franchi. L'éducation est découverte. Le savoir se structure, se transmet, s'institutionnalise. La stratégie défensive suit. Désormais, la Suède est capable d'anticiper les futures attaques. Sur la carte, une pièce marquante apparaît. La Suède découvre l'emplacement de Fès. Une donnée de plus, un levier potentiel à surveiller. L'Empire bleu regarde déjà plus loin. Elle recherche l'astronomie. Car un empire qui entre en renaissance doit apprendre à lever les yeux et à naviguer. Les villes, elles, suivent le mouvement. Lund construit son aqueduc. Pendant que Pingala obtient une promotion. Le savoir circule mieux, plus vite, plus loin. À l'aube d'une nouvelle ère, la Suède n'avance plus à tâtons. Elle sait où elle va. La Grande Colombie a officiellement adopté la monarchie, marquant un recentrage du pouvoir et une volonté de stabilité institutionnelle. Dans le même temps, Simón Bolívar a recruté un commandant général, José Félix Ribas, renforçant son appareil militaire. Merci de votre attention. Le monde bascule. La Renaissance est arrivée. Les masques tombent. Les trajectoires se révèlent. La Suède entre en âge héroïque. L'Indonésie brille en âge d'or. Les Incas sombrent dans l'âge sombre. La Hongrie, la Nubie et la Grande Colombie avancent en âge normaux. Et pour la première fois dans ce format, Christine peut choisir non pas une, mais 3 résolutions différentes. Elle tranche sans hésiter. Monumentalité, pour bâtir encore et toujours. Réforme de la monnaie, pour faire circuler la puissance. Hic sunt dracones, pour aller là où la carte s'arrête. Pendant que l'air change, les villes suivent.
Stockholm construit son grenier. La capitale se prépare à durer. Örebro érige son amphithéâtre. La culture accompagne enfin la puissance. La Suède sort de l'ombre, pas discrètement, héroïquement. Pour la première fois depuis le début de Muigidu, un pays entre en âge héroïque. Après l'ombre, les compromis, les calculs et la patience, l'Empire bleu ressort plus fort, plus vaste et plus ambitieux que jamais. La Renaissance ne fait que commencer. Et cette fois, la Suède ne se contentera pas de suivre l'histoire. Elle compte bien l'écrire. Si cette saison vous plaît, si vous avez envie de voir jusqu'où Christine peut aller, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez l'épisode autour de vous. La suite arrive, et désormais, il n'y a plus de retour en arrière.